Salam alaikum, Mazoul Filaouen, bonsoir. Un décret présidentiel a mis fin donc le 27 novembre 2024 aux fonctions de Mohamed Chorfi en tant que président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, sur demande de l'intéressé pour des raisons de santé. Cette décision intervient après les critères ou des critères sévères et très sévères ayant suivi les résultats des élections présidentielles du 7 septembre dernier, où des accusations de manipulation des chiffres et de manque de transparence ont été exprimées par les équipes de trois candidats à l'élection, y compris celle du président Abdelmajid Tebboune. Les protestations se sont concentrées surtout sur ce que les opposants ont qualifié de flou, de contradiction et d'irrégularité dans les chiffres publiés par l'ANI, ce qui a jeté un doute sur, bien sûr, l'intégrité du processus électoral du 7 septembre 2024. Les responsables des campagnes électorales ont remis en question la véracité des résultats préliminaires annoncés par l'ANI, alimentant un climat de méfiance politique à l'égard des institutions électorales et à l'égard des institutions de l'État d'une façon générale. Nous allons donc parler de cette question ce soir. Le départ, la disparition, appelez-le comme vous voulez, de limogeage plutôt de Chorfi, Mohamed Chorfi, donc de monsieur, ce que les Algériens appellent le monsieur Halal ou monsieur élection Halal. Donc, Mohamed Chorfi, limogé hier par un décret présidentiel. Peut-être c'est pour une première dans l'histoire des décrets présidentiels en Algérie, là où on parle justement d'un départ pour des causes de santé. Nous allons poser plein de questions autour de cette question, donc, à nos invités de ce soir, qui sont sans tarder M. Hassan Hirosh, docteur en sciences économiques et analyste politique. Hassan Hirosh, bonsoir. Azoul, marhaba. Vous invités, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à votre équipe, et merci pour m'avoir invité pour une modeste contribution, comme d'habitude. Merci, M. Hirosh. Merci à vous. Et avec nous depuis Alger, Azdine Toumi, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, mon ami. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à Hirosh. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à vous tous. Hassan Hirosh, en quoi le départ de Mohamed Chorfi, fin de fonction, démission, limogeage, mériterait notre attention? Autrement dit, Hassan Hirosh, pourquoi le sort de Chorfi intéresserait les Algériens? D'abord, permettez-moi de saluer Azdine Toumi, que je retrouve avec vraiment bonheur sur votre plateau. Oui. Et par rapport à votre question, c'est à la fois une question simple et compliquée. Elle est simple. Les Algériens ne sont pas très préoccupés par ce genre d'informations, dans la mesure où l'Algérien est exclu de la participation à la vie publique, puisqu'il n'a ni droit aux libertés politiques, ni associatives, ni syndicales, ni tout autre droit individuel et collectif. Donc le citoyen algérien rase les murs de plus en plus. On a régressé d'un point de vue d'espoir démocratique. Et donc, de ce point de vue-là, l'Algérien ne se sont pas concernés par ce genre j'allais dire, de conciliabule au niveau du sommet. Maintenant, ça peut être intéressant parce qu'on aura constaté que Mohamed Chorfi a servi d'alibi et d'exécutant aux précédentes élections, depuis donc la mise en place de cette commission de vérification des élections. Et donc, le fait qu'il ait un peu cafouillé pendant
les dernières élections présidentielles, le fait qu'il y a eu des controverses, il y a eu des annonces de résultats, puis un recul, un changement de ces résultats, et puis de façon drastique. Il va de soi que cela, bien sûr, il faut le regarder comme un symptôme. Et donc, au-delà du symptôme, quelles sont les causes? Est-ce que Mohamed Chorfi est parti véritablement pour des raisons de santé? Je pense que personne ne le croira. Est-ce qu'il est parti parce qu'il y a des groupes de pression et qu'on lui montre bien que cette fois-là, il n'a pas été à la hauteur des exigences des mâles dominants? Et auquel cas il aurait été éjecté pour ces raisons-là? Ou est-ce que c'est le résultat d'un bras de fer entre ceux qui voudraient peut-être au sein du pouvoir clarifier la situation politique et passer à autre chose, même si c'est à petite dose, en lui signifiant qu'il a été quand même un élément comment dirais-je, de ce système un peu opaque, de ces méthodes opaques, ainsi de suite, et auquel cas, il y aurait quand même un petit espoir. Ça veut dire qu'un groupe qui voudrait éliminer petit à petit les écueils, les freins à une avancée démocratique serait peut-être aujourd'hui un groupe, on va dire, influent. Maintenant, ça c'est un rêve, mais les rêves peuvent être des réalités. Hein. On prendra pour un naïf, mais vous savez, dans une Algérie comme la nôtre, tout est possible, le pire et le meilleur. Donc voilà, comme ma première réaction, ce serait plutôt ça. Ce n'est ni noir ni blanc, et c'est le résultat, en tout cas, de conciliabules que nous ne maîtrisons pas, et peut-être qu'on saura dans quelques semaines, dans quelques mois, de quoi il s'agit. Asdine Toumi, pourquoi avoir cité justement cette raison dans le décret présidentiel? Cette question est revenue beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est une première d'ailleurs. Pourquoi, à votre avis? Nous allons voir ensemble le décret donc, présidentiel. Je ne sais pas s'il est prêt ou pas. Voilà, il est là. Asdine Toumi. Après ce qui s'est passé le 7 septembre, tout ce qui a accompagné les élections, la mascarade du 7 septembre, le régime a certainement voulu trouver une solution, une sortie politique à ce qui s'est passé. Donc, comment se sortir de ce scandale d'une manière où les uns et les autres seront préservés dans cette histoire. Moi, je sais, je l'avais dit dès le lendemain que c'était la fin de mission pour Chorfi et pour son entité qu'il présidait. Donc, il était à la tête de cette institution pour une mission bien précise depuis 2019, c'est avaliser ou légitimer toutes ces mascarades électorales auxquelles le peuple n'avait pas participé. Donc aujourd'hui, moi, j'espère que le régime ne voudrait pas résumer ce qui s'est passé en 7 septembre dans le départ de Chorfi. Donc voilà, les Algériens attendent des réponses. Les Algériens ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 7 septembre autour de ces chiffres. Maintenant, si nous partons du principe que la commission de Chorfi s'est trompée ou a donné les mauvais chiffres, etc., normalement, il devrait y avoir des suites. C'est un pays, c'est une élection, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. On ne peut pas faire passer l'éponge comme ça en décrétant le départ. Surtout qu'Abdelmajid Tebboune avait déclaré justement qu'il y a eu une enquête qui a été diligentée sur cette question. Oui, justement. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que
peut-être que le régime il veut faire de ce décret, de ce départ de Chorfi comme une sortie de ce scandale et faire passer l'éponge sur ce qui s'est passé. Je pense que ça va être une autre erreur. Parce que, comme je continue mon raisonnement, si Chorfi avait donné les mauvais résultats ou les faux, ou je ne sais pas, donc il devrait y avoir des suites. C'est pas le départ. Il devrait y avoir des sanctions envers cette commission. Il faut désigner des responsables. Si lui, il a donné les bons chiffres, et donc dans ce cas-là, c'est la Cour constitutionnelle qui va être sur les bancs des accusés. Ça, c'est encore plus grave. Cette institution qui, normalement, se porte garante de respect de la Constitution et des règles, etc., se voit se donner le rôle de gonfler les chiffres. Donc, ça va être encore dramatique. Donc, dans tous les cas de figure, ces élections ont perdu leur crédibilité et c'est définitif. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et la première chose à faire, c'est de dire la vérité aux Algériens, de dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le 7 septembre, et entre le 7 et le 8 septembre 2024. Donc, moi, c'est la première lecture que je fais de cet événement, même si c'est pas une surprise. C'est dès que les élections sont passées, donc l'avenir de Chorfi était clair, c'était la fin. Tout le monde parlait de cette démission, mais quand même, il aurait dû. Certains ont pris le sens inverse de ce que vous êtes en train justement d'avancer, en disant que Chorfi, cette fin a été négociée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible plutôt? Est-ce que Tebboune ou l'entourage de Tebboune, parce qu'aujourd'hui on parle de l'entourage de Tebboune plus que de Tebboune, veulent lui assurer une fin honorable? Est-ce une fin négociée? Le fait justement de dire dans le décret présidentiel que c'est sur sa demande pour des raisons de santé. Vous savez, Hussein, en 2019, quand le Hirak était sorti, le chef d'état-major était le protecteur du 5e mandat, était le protecteur de Bouteflika, et si à la fin il s'est retourné contre eux, moi je ne pense pas que le régime pense comme ça sur l'avenir des personnes et autres. Il y a un scandale électoral qu'il faut gérer. Il va rester comme ça dans l'histoire du pays. Il va rester dans la mémoire des gens que en moins de 24 heures, les chiffres qui ont été donnés par Chorfi ont été multipliés presque par deux. Donc voilà, les gens se posent des questions. Il y a l'opinion internationale. D'autant plus que cette même commission a été créée dans le souci de donner une image, notamment à l'opinion internationale et un peu moins à l'opinion nationale, mais plus à l'opinion internationale, qu'il y a une instance qui organise, elle est indépendante, qu'il y a des élections transparentes, démocratiques, etc. Donc aujourd'hui, comment on arrive là? L'avenir de Chorfi, je ne pense pas qu'il intéresse autant le régime. Le régime, c'est une machine qui préserve les intérêts des plus forts. C'est les plus forts qui s'imposent. Qui aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent de lutte, de clan, de compromis, etc. Mais qui aujourd'hui, moi j'ai du mal à croire. En tout cas, il n'y a rien à attendre de ces luttes-là. Ça nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas les Algériens. Que les uns luttent entre eux pour le pouvoir. À la fin, c'est l'un d'eux qui va s'imposer. Nous, ce qu'on veut, c'est la transparence de la gestion, c'est la démocratie, c'est les élections libres et indépendantes. Cette instance n'avait rien d'indépendant et n'avait rien d'autoritaire. Moi, je ne pense pas qu'elle a organisé les élections, sincèrement. Je pense toujours qu'en Algérie, c'est l'administration qui organise. C'est comme ça. C'est depuis l'indépendance, c'est l'administration qui organise. On ne peut pas du jour au lendemain venir comme ça dire qu'il y a une instance, etc. Il faut qu'il y ait des changements profonds dans les mécanismes de gestion et d'organisation des élections. D'abord, elle commence par la volonté du système d'organiser des élections indépendantes. Et pour lui, c'est une opération qu'il doit contrôler. Donc, ils choisissent leur candidat. Après le reste, ce n'est que des tâches administratives et ce qui s'ensuit.
Merci Asdine Toumi. Hassan Hirsch, nous allons écouter un peu Abdelmajid Tebboune et je reviens. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة على كل حال. أنا ما المؤسسة في حد ذاتها الهيئة المستقلة راها مؤسسة دستورية وركيزة من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في الجزائر. في بعض الأحيان أشخاص ما يكونوش في مستوى المؤسسة، ما يكونوش في مستوى المطلوب دستوريا. على كل حال التحريات مفتوحة. وهل نتائج التحريات ستعلن يعني بعد نهاية التحقيق؟ أكيد تعلن لأن الرأي العام مهتم بهذه التحريات. قلت لك في حالة ما نشوفوا أن الخلل في المؤسسة في حد ذاتها نصلحوا. إذا كان خلل في الأشخاص كذلك ربما نعاودوا نوضعوا الشخص في مكانه الحقيقي بالنسبة للمؤسسة. Hassan Hirsch, c'était donc Abdelmajid Tebboune sur cette question ou ces déclarations. Mohsen Belabès, ex-président du RCD, avait justement publié un billet aujourd'hui sur sa page Facebook. Il est revenu longuement sur cette question et je le cite, Hassan Hirsch, le départ de Cholfi cristallise l'échec d'une ambition nationale, celle d'instaurer une gestion électorale réellement indépendante et transparente. Cette démission révèle un malaise profond dans l'architecture institutionnelle algérienne où les institutions sont davantage perçues comme des instruments du pouvoir que comme des garantes des aspirations populaires. C'est très vrai, Hassan Hirsch, surtout que Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, il était venu justement avec ses discours et fanfares, la nouvelle Algérie, l'Algérie nouvelle, la démocratisation, etc. En fait, depuis l'indépendance, les institutions sont complètement vidées de leurs prérogatives, de leur sens. Donc ce n'est pas du tout nouveau. Ce que j'observe, c'est que apparemment, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, apparemment Mohamed Chorfi n'a pas lui-même annoncé son départ. Et donc, si j'ai bien compris, nous l'avons appris par ce décret. Et d'habitude, quand c'est une personnalité qu'on veut respecter, qu'on ne veut pas humilier, on dit toujours qu'il est appelé à d'autres fonctions. Et là, en donnant des raisons de santé, alors que nous n'avions pas ce genre d'informations précédemment, ça veut dire tout simplement qu'on a voulu en faire un bouc émissaire, qu'on a voulu se débarrasser de lui. Et ce personnage, de toute façon, qui a toujours été dans la langue de bois, dans la servitude volontaire et dans l'ostentation religieuse, y compris dans ses comportements, y compris dans ses marques corporelles, où il montre son orientation idéologique, religieuse, politique, et on se retrouve un petit peu dans une espèce de panurgisme social et religieux. Et donc, il incarnait tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on veuille s'en débarrasser? Parce que je ne crois pas que ce soit le cafouillage en soi qui soit véritablement la raison de son départ, dans la mesure où il y a eu pire que ça. Depuis 1962, il y a eu des hommes publics, des hommes politiques, des hommes du système qui ont fait des erreurs, des fautes au niveau public, soit par leurs annonces, soit par leur comportement, soit par telle ou telle prise de position. Ils n'ont pas forcément subi comme ça le sort d'être éjectés du système. Donc, ce qui se passe toujours en surface dans des pays, on va dire, autoritaires, voire dictatoriaux ou plus, dans ces pays-là, évidemment, il ne faut jamais analyser ce qui est en surface,
mais se poser des questions sur ce qui pourrait se passer plutôt dans la politique profonde, dans ce qui se passe dans les salons feutrés, dans les cercles de décision qui ne sont pas forcément dans la cohésion, dans la cohérence et qui ne sont pas forcément sur le même cap. Et donc c'est tous ces facteurs-là qu'il faut observer. Que représente Mohamed Cherfi auprès de tel ou tel centre de décision? Que représente-t-il dans, je dirais pas clan, parce que le mot clan ne convient pas à notre système, et dans les différents groupes qui se livrent un rapport de force, des bras de fer pour pouvoir accéder aux centres de décision les plus importants. Donc c'est tout cela qu'il faut évidemment analyser. Malheureusement, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'éléments tangibles. C'est juste comme ça des sentiments, une analyse politique qui s'appuie beaucoup plus sur l'habitus, pour parler comme Pierre Bourdieu. Et malheureusement, je n'ai pas d'éléments absolument qui pourraient être déterminants. Maintenant, comme l'a analysé Azdine Toumi, c'est en fait un problème global, c'est-à-dire c'est un problème de démocratie. Et là, je rejoins totalement Mohsen Belabbas, c'est-à-dire que ou bien on met des institutions en place et ces institutions font leur travail et ceux qui sont à la tête des institutions sont respectés, sont indépendants, ou bien on continue comme nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, et je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau, c'est-à-dire une architecture institutionnelle schizophrénique. On met un élu, mais on lui met derrière un nommé, comme par exemple le maire avec le chef de Daïra, comme le président d'APO avec le Wali, comme l'Assemblée nationale avec l'exécutif, ainsi de suite. À tous les échelons des institutions de l'État, il y a ce qui est présenté comme une institution étatique et une institution parallèle pour de véritables décisions. À certains niveaux, c'est visible, à d'autres niveaux, c'est opaque, c'est invisible. Donc, si on veut vraiment que l'Algérie ait un soft power, il faut qu'elle ait un système démocratique qui soit envié par nos voisins. Il ne faut pas qu'elle ait les mêmes méthodes que les monarchies despotiques qui nous entourent. Et il va falloir justement faire des sacrifices. Il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui dans les institutions n'aient pas peur de perdre leur place si d'aventure il y avait des élections libres, démocratiques, s'il y avait une presse libre, totalement libre, s'il y avait une justice totalement libre, s'il y avait une administration autonome. Après, surtout celui de la presse. Par contre, Hassan Harouche, est-ce que ce genre d'agissement, justement, ne nous renseigne pas un peu plus sur la nature du régime algérien, surtout son rapport, enfin le rapport des décideurs, l'entourage, la présidence, les services, etc., avec ses serviteurs, ces hommes de pouvoir, ces gens d'État, appelez-les comme vous voulez. Chorfi n'est pas le premier à être humilié par le régime. Beaucoup sont passés par ce genre de poste. Mais personne n'en parle, Hassan Harouche. Personne ne déclare rien que ce soit. Ils rentrent chez eux et gardent le silence et puis c'est tout. Oui, à part quelques exceptions, surtout quand ils sortent à l'étranger, ils parlent sur certains plateaux ou bien dans les radios ou s'ils sont suffisamment lettrés, ils écrivent des bouquins ou des articles. Sinon, effectivement, malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer, de parler de leur expérience positive, négative, et justement de servir cette expérience pour faire avancer la démocratie dans notre pays, la liberté
dans tous les sens du terme dans notre pays. Le droit à la vie, le droit à la sûreté, le droit à l'intégrité, le droit à la liberté, le droit à la conscience religieuse, le droit à l'information, ainsi de suite. Je peux multiplier, comme dirait Hossein Aït, tous les droits, le droit d'avoir des droits au sens large du terme, et de sortir encore une fois d'une Algérie paralysée, sclérosée, de l'immobilisme. Et encore une fois, la démocratie, un pays comme l'Algérie, qui est déjà d'un point de vue géographique le plus grand, si d'aventure elle devenait la plus grande démocratie d'Afrique, eh bien, je peux vous dire qu'elle aurait véritablement un poids à l'échiquier, non seulement africain, non seulement méditerranéen, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'elle pèserait d'un poids extrêmement important. Voyons par exemple l'État qui est devenu voyou aujourd'hui, et l'État israélien, pendant plus de 50 ans, ont passé tous ces caprices parce qu'on disait que c'était la seule démocratie dans la région. Donc, jusqu'à, évidemment, à ces derniers temps où on a commencé à parler de ces génocides, de ces pratiques génocidaires, de ces pratiques de crimes de guerre, ainsi de suite. Mais on nous a bassiné pendant des décennies et des décennies que c'était une démocratie, la seule dans la région, ce qui veut dire tout simplement que la démocratie est un soft power, non seulement à l'échelle nationale, interne, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, si l'Algérie ouvrait toutes les portes, toutes les fenêtres, oxygéner justement la société en laissant l'Algérien prendre sa place, en laissant l'Algérien avoir le droit de s'associer, le droit de faire de la politique, le droit d'être dans des syndicats, le droit de choisir sur des propositions, une offre politique différente, divergente, multiple. Je pense très honnêtement que l'Algérie s'en sortirait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, où elle est pointée du doigt pour ses pratiques autoritaires, pour des emprisonnements arbitraires, pour le verrouillage politique, médiatique, culturel, identitaire, etc. Donc l'Algérie, encore une fois, aurait une grande force à s'ouvrir et à devenir un pays démocratique. Hassan Harouche, toujours dans le même sillage, est-ce que justement ces personnes, ces hommes d'État, ces hommes politiques qui ont occupé à un moment ou à un autre des postes clés dans les différents ailes du pouvoir algérien ou de l'État algérien, est-ce que justement ils gardent le silence parce qu'ils ont toujours ce souhait de revenir au poste? Très certainement qu'il y a plusieurs. Je ne pense pas que ce soit qu'une seule raison. Il y a effectivement peut-être l'espoir de se faire rappeler pour occuper soit la même fonction, soit d'autres fonctions. On a vu d'ailleurs effectivement des personnalités politiques des institutions être rappelées pour occuper un certain nombre de fonctions. Mais aussi, ça peut être la peur de livrer un certain nombre de secrets qui gêneraient les équipes en place. Ça peut être donc aussi peut-être l'incapacité d'exprimer un certain nombre d'idées, d'exprimer tout simplement ses expériences, de les mettre dans un livre, de les mettre dans un documentaire, de les mettre dans un article, ainsi de suite, hein, ou dans des mémoires, comme font beaucoup de responsables politiques en Occident. Mais il va de soi que dans un pays autoritaire, les personnes qui quittent les arcanes du pouvoir, évidemment, se gardent de dire de quoi il en retourne pour mille et une raisons. Les Algériens connaissent ces raisons. Voilà. Soit c'est la peur, soit c'est l'incompétence, soit d'autres facteurs, effectivement, ou garder les privilèges aussi dont ils sont dotés, y compris quand ils quittent leur fonction.
Merci. Restez avec nous. J'en connais vraiment, comme vous dites, Hassan Haj, très peu. Peut-être Nzar, peut-être le général Yildiz aussi, Bachir Frik, Ali Benouari. Ils sont très peu, hein, les gens qui ont quand même osé écrire et dire des choses. Après, je ne saurais les qualifier. Donc, c'est mémoire. Asdine Toumi, peut-être un mot par rapport à ça, à ces personnes justement qui quittent le pouvoir, qui reviennent, qui sont humiliées à chaque fois par le régime et qui sont là, qui ne disent rien. Il y a des gens qui se mettent à disposition du régime tout le temps. Donc le régime sait très bien que c'est des gens qui ne résistent pas à l'attrait de la mangeoire, à des privilèges, à des passeports diplomatiques, à du commerce, à des crédits bancaires, etc. Donc, et les rappelle quand il a besoin d'eux. Après, c'est vrai que c'est un régime ingrat. On a fait une émission il y a 2 jours sur un homme politique qui a fait une sortie médiatique parce qu'il croyait qu'il pouvait jouer un rôle dans cette nouvelle Algérie, etc. Bien sûr qu'il a joué un rôle, mais le seul rôle qu'accepte de donner le régime aujourd'hui à ces personnes-là, c'est un rôle de figurant. Comme l'a bien vécu les candidats du FFS et du MSP. Donc, ils ont été réduits au strict minimum de figurants bien encadrés pour la mascarade électorale. Donc, voilà, après, pour ces gens-là, et des fois, ils se cachent derrière des discours mensongers où ils disent que nous sommes sur la culture de l'État, quand l'Algérie a besoin de nous, on est là, etc. Par contre, les dégâts qu'ils sont en train de causer pour le pays, un préjudice énorme qui va hypothéquer l'avenir des générations et des générations. Donc voilà, quand il y a comme ça, vous avalisez les résultats d'une mascarade électorale comme ça, où 5 ans l'Algérie va être plongée pendant 5 ans dans un néant total, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de projet politique, ni économique, ni etc. Donc, je vous laisse deviner un petit peu que seraient les résultats. Donc, voilà, tous ces gens-là, qu'à la fin de leur vie, ils osent écrire des mémoires aussi pour dire, voilà notre rôle, des fois avec fierté. Et avec fierté, il y a même quelqu'un qui a dit, moi, c'est moi qui ai arrêté le processus électoral. C'est comme si, voilà, c'est quelque chose dont il était fier toute sa vie. Le restant de sa vie. Donc voilà, nous sommes dans une situation où, comme l'a dit Seherish, d'abord l'incompétence et la médiocrité à tous les niveaux et puis l'impunité. Nous sommes toujours dans l'impunité. Les gens qui sont punis aujourd'hui, c'est quand il y a une pression populaire où il y a des règlements de compte. Sinon, tout va passer. Aujourd'hui, vous croyez que le régime il ne connaît pas quelles sont les solutions pour aller vers la démocratie. Tout simplement, il n'a pas la volonté parce que toute ouverture vers la liberté, vers la démocratie, vers la construction d'un État de droit signifierait forcément leur fin, la fin de leur règne. Et eux, voilà, leur priorité aujourd'hui, c'est de se maintenir, quand je dis mais pourtant, des personnes comme des personnalités aussi, en même temps, comme Mohamed Chorfi, a fait vraiment, comme vous le dites, avaliser plein de choses justement au peuple algérien. Nous allons l'écouter dans cette vidéo et je reviens vers. رانا خارجين وقاعدين نقول الحمد لله اليوم عندنا برلمان كما قلنا في 12 ديسمبر الحمد لله عندنا رئيس حلال كما اطلق عليه وجانا الدستور حلال واليوم عندنا برلمان حلال ان شاء الله عندنا برلمان حلال ان شاء الله رانا خارجين وقاعدين نقول الحمد لله اليوم عندنا Mais c'est des déclarations qui restent dans les annales de l'exercice politique en Algérie. Mais ce monsieur, voilà, aujourd'hui, il est mangé. Asdine Toumi. Est-ce que c'est la fin de Chorfi? Est-ce que c'est la fin de l'autorité de Chorfi? Est-ce que Tebboune ira chercher un autre Chorfi, va remplacer l'ANU par la méthode ancienne, je veux dire par là le ministère de l'Intérieur? À quoi on pourrait s'attendre, Asdine Toumi? On peut s'attendre à tout. Hein. Le régime, il est en train de chercher d'autres solutions.
tout est envisageable. Donc, il y aurait un nouveau découpage. Donc, ils sont en train de préparer un autre plan où la carte politique sera redessinée. Peut-être une révision constitutionnelle, je ne sais pas, où ils pourront intégrer une autre institution qui va être modifiée, voilà, retouchée. Donc, ça, ils peuvent garder la même instance pour et faire de chauffer certains membres. Peut-être, ils peuvent aller loin comme bouc émissaire. Je ne sais pas, tout est possible, mais en tout cas, le régime actuel, ceux qui sont au pouvoir, ils sont en train de chercher des solutions. Ils savent très bien que le chef de l'État ne pourra pas aller au-delà d'un autre mandat de ces 5 années, sauf si il touche à la Constitution, chose qui est possible aussi, c'est plausible, donc on ne sait pas. Donc tout est possible, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les élections du 7 septembre ont complètement perdu leur crédibilité. Voilà, donc le régime, il doit prendre ses responsabilités. En tout cas, le peuple algérien a pris acte, la communauté internationale a pris acte. Donc voilà, est-ce que la question qui se pose, est-ce que quand on est face à ces dangers dont il parle souvent, qui sont avérés, des dangers qui sont vraiment avérés, des dangers imminents dans la région et dans le monde, etc. Mais est-ce que ce genre de mascarade électorale, elle ne fait que fragiliser l'État, les institutions. Donc l'Assemblée, toutes les institutions pratiquement ont perdu de leur crédibilité parce que il y a un régime qui veut s'imposer contre la volonté de tous et contre la volonté des Algériens. Azetoumé, c'est très bien ce que vous dites parce que j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que l'éviction de Chorfi, justement, c'est une manière de répondre au peuple, au parti politique, national, international, comme vous dites, par rapport à ces élections? C'est que l'enquête est finie, voilà, Chorfi il est parti, donc on n'en parle plus. C'est ce que j'ai commencé d'abord votre débat en répondant à ça. Parce que j'espère que le pouvoir ne veut pas résumer tout ce qui s'est passé, tout le scandale, va le résumer dans le départ ou faire passer le chiffon avec le départ de Chorfi. Parce que là, ça va encore donner plus de discrédit à cette institution, à la présidence de la République, je parle. Donc les Algériens, ils attendent des réponses, ils ont le droit d'avoir des réponses, et le pouvoir, il est de son devoir aujourd'hui de dire aux Algériens qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, expliquer ces décalages dans les chiffres, qui a fait quoi, qui s'est trompé, qui a dit vrai, qui a dit faux. Donc je pense que cette fuite en avant, et c'est pour ça que j'ai dit peut-être parce que c'est sûr qu'il cherchait une sortie. Il faut se sortir de ce scandale. Et parmi les pistes, peut-être ça, Chorfi, donc il avait des problèmes de santé, il était âgé, il était dépassé par les événements, voilà, il a dit quoi, limite, il voulait pas dire que Kharouf, etc. Donc voilà, et c'est continuer à penser que c'est ça ce qui est dramatique, c'est ça ce qui est grave pour notre pays. Avec la ferveur du Hirak, avec tout ce qui a été proposé comme solution, comme alternative aux anciennes pratiques, à l'ancien régime, à l'ancien système, on peut l'appeler comme on veut, on se retrouve aujourd'hui avec des pratiques recyclées, mais d'une fausse manière, c'est du recyclage mal fait. Voilà. Donc, ils recyclent les mêmes procédures, les mêmes procédés, les mêmes pratiques d'une manière maladroite. Qui disent que voilà que Tebboune justement il est obligé d'aller vers pour régler cette question de l'ANI parce que des partis politiques justement à Alger le pressent pour aller ou pour annoncer des élections anticipées locales et législatives. Je ne pense pas, Hussein, que les partis politiques aujourd'hui sont pris en considération dans l'équation avec laquelle le régime gère les affaires du pays aujourd'hui.
je pense que quand ils ont créé ce climat de fermeture et de verrouillage à tous les niveaux, c'est pour exclure les partis politiques, exclure l'opposition, la vraie, même la fausse opposition, même le Mouanet, et sont en train de gérer leur existence selon les directives du pouvoir, selon les petits espaces qu'ils leur ont donnés, les petits rôles qui leur ont été distribués. Donc, moi, je pense que la feuille de route qui est faite par le RE depuis 2019 d'ailleurs, ils sont en train de l'appliquer à la lettre en excluant tout le monde. Aujourd'hui, même le débat, il n'y a pas... Est-ce que vous avez vu qu'ils ont ouvert de vrais débats sur les chaînes de télévision, sur les journaux, etc., pour l'opposition, ne serait-ce que ce qu'on appelle l'opposition qui est moins radicale, etc. Alors là, donc il y en a pas. Je ne pense pas qu'il y a une volonté d'ouverture. C'est ça ce qui est voilà, le régime n'a rien appris et il croit encore que le dialogue est néfaste pour lui et que le dialogue n'apporterait pas des solutions, donc il continue dans cette politique de fermeture et de faire cavalier seul et d'imposer une feuille de route, de mettre les Algériens devant le fait accompli. Demain, s'il veut organiser les élections, il va négocier avec les partis politiques, les habitués, les opportunistes, il va dire aux gens, voilà, vous venez, vous participez, je vous donne tant de sièges, je vous donne tant de régions, je vous donne tant d'appui, d'appui C, etc. Je vous donne ces avantages. Ça va être comme ça. Il va ramener des indépendants, des jeunes, il va les payer. Ça va être comme ça. On ne sort pas des anciens schémas. Pour que, moi, je ne suis pas naïf, pour qu'ils ouvrent les débats, ils ouvrent les portes à la participation de l'opposition, d'ouvrir les espaces médiatiques où les gens vont s'exprimer, où il y aurait des rencontres entre les opposants et la population, etc. Moi, je pense qu'on est loin parce qu'il n'y a pas de signaux, il n'y a aucun signe aujourd'hui qui dit que le régime veut aller vers l'ouverture. Merci Aldin. Restez avec nous, Hassan Hersh. Regardons cette petite pépite, j'allais dire. جاهدا وهو شبل صغير وحبها الله أن يكون من الرجال وهو قائدهم الذين سخرهم الله في أوقات هالكة كانت تمر بها الجزائر. فلولا تسخير الله لهذا الرجل العظيم كانت العاقبة لا يدري أحدا أين كانت متوجهة إليه الجزائر. وبحكمته وتبصره يعني تمكن من مرافقة الشعب لبلوغ هذه الأمانة، وحبانا الله أننا رافقناه واستجبنا للنداء لما نودي لي استغفر الله. الجزائر في حاجة لأبنائها رحمه الله. رحمه الله الشهداء وهو الشهيد الجهاد الأكبر. Hersh, je sais que vous avez tout compris, hein, mais je vais quand même vous traduire un peu. Donc, Qui? Oui, Hassan. Il parle de qui? Ah, voilà, donc justement. Et parler Il parle de qui? Gaïd Parce que j'ai compris l'essentiel, mais je ne sais pas de qui il parle. Il parlait de Gaïd Salah. Ah, voilà, d'accord. Donc, oui, Hassan Hersh, sinon, la dernière question, peut-être, c'est comment expliquez-vous l'absence du débat, justement, par rapport à cette question, autour de cette question? Une autorité comme ça, une autorité nationale des élections, de la régulation, etc., est censée quand même d'évoquer un débat ou de susciter un débat en Algérie. Les partis politiques, la presse, mais il n'y a rien, silence radio par rapport à, après cette... enfin, il y a le Maghrébien qui en parle, bien sûr, comme à chaque fois, comme chaque jour. Mais Hassan Hersh, c'est le symptôme de quoi, au juste? Cette question, ce silence? Avant de répondre directement à votre question, si vous me le permettez, Hossein, c'est de dire un petit mot sur la vidéo qu'on vient de voir. Oui. On voit un mélange d'utilisation de l'émotion,
On sait très bien que dans des pays justement autoritaires, on fait tout pour qu'il y ait le triomphe des émotions. On pleure pour faire pleurer les autres, on s'apitoie, on joue un petit peu au théâtre, etc. Vous savez, moi j'ai toujours dit sur votre plateau que l'essentiel des problèmes que nous avons, ils sont beaucoup plus psychologiques que politiques. Parce qu'on avait des problèmes politiques quand il y avait des idéologies, c'était le socialisme, ensuite l'arabisme, ensuite l'islamisme, ensuite l'affairisme. Et donc, après, on est sorti des idéologies dominantes et maintenant, on est dans un rapport de force qui ne s'inscrit pas justement dans ces alignements-là, tant au niveau national qu'au niveau international. Et donc là, en fait, je disais que c'est beaucoup plus psychologique parce qu'il faut savoir que ceux qui nous gouvernent sont comme tous les Algériens et comme tous les êtres humains. Et donc, il y a des mâles dominants et qui vont faire passer leurs idées, ils ont toujours raison, ils ont un ego démesuré, il y a beaucoup de narcissisme. Et donc, on invente évidemment et on exagère ses réussites. On est, on va sévir un petit peu, on va montrer qu'on est fort et qu'il faut que les gens aient peur de nous. On va avoir aussi même une posture de victime par rapport à l'étranger, même au niveau national, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on a des ennemis et donc il faut qu'on ait une poigne et une main de fer, ainsi de suite. On dénigre évidemment l'entourage, on dénigre ses adversaires, l'opposition, les journalistes, les pays qui nous sont hostiles, ainsi de suite. Ils ont un besoin inextinguible d'être applaudis, d'être considérés, et là, il répond véritablement à ce besoin-là, M. Chorfi, c'est-à-dire un besoin d'être glorifié. Et donc, ces personnes-là qui sont au pouvoir ont besoin aussi d'un certain nombre d'hommes soumis au sens psychologique du terme, c'est-à-dire qu'ils vont dire toujours oui, qui vont être dans la servitude volontaire, dans l'acceptation volontaire, qui vont toujours applaudir, qui vont évidemment couvrir toutes les malversations, qui vont couvrir tout ce qui ne va pas, ainsi de suite. Et donc, on est dans ce genre de climat. Il y a une espèce de comment dirais-je, de comportement d'égocrate, c'est-à-dire d'égocrate, et on ne laisse pas la parole libre à cause de cela, parce qu'on peut être remis en cause, on peut être attaqué d'un point de vue médiatique, d'un point de vue aussi programmatique, on peut être attaqué par les opposants, ainsi de suite, et on peut être aussi pris en flagrant délit de mensonge. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a une espèce de situation bloquée et on a du mal à sortir de ce que Eric Berne, psychiatre américain, appelle l'enfant petit professeur, donc qui sait tout, qui a le droit à tout, qui doit être celui qui domine, celui qui a toujours raison, et qui doit évidemment avoir un aéropage qui écoute, qui applaudit, qui exécute, ainsi de suite. Donc on est malheureusement dans une configuration psychologique qui bloque la vie politique. Je pense que s'il y avait d'aventure des gens qui se remettent plus ou moins en cause, même si c'est indirect, comme le colonel Mohamed Khelfaoui, que j'ai écouté à plusieurs reprises sur vos plateaux, qui a une posture, on va dire, modeste et qui donne ses idées, qui accepte d'être contredit, des généraux comme Hossein Ben Hadid, qu'on a écouté, qui se remettaient en cause, etc., qui ont une posture d'adulte et qui peuvent effectivement accepter un changement.
Évidemment, quand je cite ces deux-là, ce n'est pas des hirondelles qui font le printemps, mais ils ne sont pas isolés. Je ne crois pas qu'ils soient tout seuls dans le système qui existe. Il y a un certain nombre d'hommes, peut-être quelques femmes qui n'acceptent pas la configuration actuelle qui fait qu'effectivement c'est le silence total. Et pour revenir à votre question, les médias ne sont pas libres. Il me reste que 2 minutes, je dois les donner à Azdine Toumi. Il ne faut jamais lancer la perche PNLisque à Hassan Hirush, sinon on aurait besoin de 3 heures. Azdine Toumi, pour finir justement, Mohsen Belabès écrivait ceci: l'échec de l'année ne peut être attribué uniquement au régime, la société civile, les partis politiques, les citoyens ont également une responsabilité dans la capacité à instaurer une vigilance constante. Une instance indépendante ne peut remplir son rôle que si elle est soutenue par une pression sociale forte et des mécanismes de contrôle citoyen. Azdine Toumi, 2 minutes s'il vous plaît, merci. Oui, effectivement, la société civile doit jouer son rôle, la classe politique, elle doit jouer son rôle. Chacun a un rôle à jouer, mais il faut que le pouvoir, la balle, il est dans le camp du pouvoir et il doit y avoir une ouverture. Les gens doivent trouver le terrain pour exercer la politique, le syndicalisme, etc., les médias pour s'exprimer, des rencontres avec les citoyens, etc. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce schéma-là, mais plus que jamais, le changement est nécessaire aujourd'hui dans notre pays. Avant que ça soit trop tard, il y a pas mal de questions, je l'avais dit sur votre antenne, l'Algérie n'a qu'à assumer, c'est déjà trop tard sur pas mal de questions diplomatiques, etc. Et il y en a d'autres, c'est pas encore, donc il faut se donner les moyens. Et les moyens, le meilleur moyen, c'est de rendre la parole au peuple, c'est le retour de la légitimité populaire et le crédit, rendre la crédibilité aux institutions de l'État aujourd'hui. Même s'il y a un changement aujourd'hui, il faudrait des années pour rendre la crédibilité à nos institutions, notamment la présidence de la République, l'Assemblée, les assemblées, etc. Donc, la politique autoritaire de ce régime qui ne veut rien céder se traduit parfois avec même des images. Quand vous voyez le comportement des walis qui font leur show devant les caméras face à des citoyens ou face à des entrepreneurs, je ne défends personne. On ne connaît pas les dossiers, mais rien que l'attitude résume c'est quoi, comme l'a dit Karim Tabou, c'est la différence entre une logique de pouvoir et une logique d'État. Donc cette logique de pouvoir, c'est de se partager le pouvoir, d'avoir le pouvoir, d'exercer le pouvoir, et il se traduit parfois par ses comportements. Merci Azdine Toumi, merci Hassan Hirush, merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Qima Dina et salam alaikum.